Hello, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de l'effondrement prochain de Microsoft, de la fin de leur logiciel. Si vous êtes actionnaire Microsoft, il faut regarder cette vidéo jusqu'au bout. On va parler aussi de la bulle de l'IA qui risque d'exploser à tout instant. Vous avez déjà certainement entendu ce genre d'introduction de vidéo. Et j'ai créé une miniature totalement putaclic et un titre putaclic et je l'assume. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et c'est tout à fait normal parce que votre cerveau, comme le mien, est programmé pour réagir à la menace. Et dans le monde de l'investissement de 2026, vendre la peur est devenu le business le plus rentable du web. Donc entre le narratif explosif autour d'OpenAI et les prédictions apocalyptiques et la disruption logicielle par l'IA, les marchands de panique n'ont jamais eu autant de clients. Mais aujourd'hui, on va faire complètement l'inverse, parce qu'une fois que l'adrénaline redescend, la réalité du marché reste la même. Ceux qui gagnent sont ceux qui savent ignorer le bruit pour se concentrer sur l'analyse fondamentale. C'est pour ça qu'à chaque analyse d'action, je vous mets mes analyses, mes Google Docs dispo dans la description. Si vous entendez que ça tangue, si vous entendez que ça commence à sentir le roussi sur certaines actions, qu'on vous donne un narratif qui est complètement biaisé, vous replongez dans l'action, vous vous redemandez sur l'analyse de l'action, est-ce que les fondamentaux ont été touchés ou pas? Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous pouvez tout simplement dormir tranquille et vous éteignez vos téléphones. Mais justement, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il est urgent de débrancher la prise du narratif ambiant pour rester focus sur ce qui compte vraiment, les chiffres, l'exécution de votre plan de route. Et on va, pour ce faire, réagir à un petit short. On va pas du tout réagir à des chaînes qui font du business de peur, du business pourri. On va réagir justement à une chaîne qui fait qui se pose des vraies questions, tout simplement, qui a des vraies questions légitimes. On va réagir hop, au focus fondamental, à un petit short que j'ai vu sur le focus fondamental. Alors on va aller le regarder et on réagira ensuite à ce qu'on nous dit. En fait, aujourd'hui, tout leur avenir dépend d'Azure et d'OpenAI. Parce qu'en fait, si tu regardes leurs autres segments, et ils le disent eux-mêmes dans la déclaration, dans le earning call, que leurs autres segments, ils sont en stagnation, voire en déclin. Alors là, suffit de cliquer sur la description de la vidéo, vous allez voir les autres secteurs que le cloud. Vous avez la suite 365 et le MPC segment, le More Personal Computing. Et la suite 365 fait énormément de croissance. Seul le MPC ne fait pas de croissance. Donc dire qu'il n'y a que le cloud chez Microsoft qui fait de la croissance, c'est totalement faux là-dessus par contre. Et tu regardes les parts de marché de Windows sur les 10 dernières années, elles ont chuté de 30%. Là, par contre, c'est totalement vrai. Elles ont chuté non pas de 30, mais de 20%. Ils sont passés de 90% d'utilisateurs de Windows dans la totalité d'utilisateurs d'OS à 70%. Donc oui, il y a une chute et on va voir comment elle s'explique et on va voir si c'est grave pour Microsoft. Et qui sont les bénéficiaires de ça? C'est macOS, avec les nouveaux MacBook d'Apple qui sont juste, niveau rapport prix-performance, imbattables aujourd'hui sur le marché. Tu as Google qui a grappillé des parts de marché avec Chrome OS, et tu as Linux qui, mine de rien, est passé de 3% à 8-9% de parts de marché. Et macOS sont passés de 8% à 20% à peu près, et Windows, ils ont chuté de 90% à 70%, grosso modo. 69, un truc comme ça. Et c'est catastrophique, parce qu'en fait, Windows, c'est la fondation de Microsoft. Si t'as pas la porte d'entrée Windows, Microsoft, ça vaut rien. Donc justement, dans ma petite présentation ici que j'ai faite, on va justement voir si le narratif est complètement changé sur Windows, est-ce que la porte d'entrée est cassée, et si c'est vrai, voilà, il y aurait des vraies craintes à avoir en tant qu'actionnaire de Microsoft, et on va voir si c'est vrai et comment ça s'est passé cette chute de 20%. Parce que leur logiciel aujourd'hui, en plus de ça, la suite Office, elle est plus du tout aussi indispensable qu'avant. Parce que en 2010, si tu voulais faire du traitement de texte ou du sheet, tu étais obligé de passer par Word ou Excel. Il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, tu as la suite Google qui fait tout gratuitement et aussi bien. C'est qu'en fait, Alors là, je suis pas du tout d'accord non plus. Toutes les entreprises qui ont du Microsoft actuellement, ils sont sur du 365 et ils ne changeront pas pour Google. Et on va le voir notamment dans mon petit onglet hein, qui est là. Donc, on va reprendre la base. Donc, on va parler du narratif OpenAI et la stratégie de Microsoft. Et on va régler après le souci des logiciels à cause de l'IA. Et justement, on va aller voir si cette porte d'entrée de Windows est complètement fracassée ou pas. Donc, en 2023, il faut se replonger un petit peu en arrière. Microsoft investissait massivement 10 milliards de dollars dans ChatGPT
pour l'intégration dans ces produits, tout simplement. Et c'est même monté à 13 milliards parce qu'ils avaient investi un petit peu avant. Donc on avait un ancien modèle avec des profils plafonnés, et on va voir justement qu'en octobre 2025, Microsoft a changé de modèle avec OpenAI. Et face aux besoins de colossaux de financement, OpenAI s'est restructuré en Public Benefit Corporation, société à but lucratif d'intérêt public. Dans ce nouveau schéma, Microsoft détient désormais 27% du capital de cette entité commerciale. On reviendra là-dessus plus tard pour voir que c'est très intéressant. Ils ont aussi dans ce nouveau modèle une taxe de 20%. Contrairement à l'ancien modèle où Microsoft récupérait 75% des bénéfices, une fois les coûts déduits, le nouveau modèle commercial révélé par des documents financiers repose sur un partage direct des revenus bruts, royalties, et ce dans les deux sens. Donc en gros, avant, il fallait avoir des bénéfices pour OpenAI pour que Microsoft récupère son argent. Là, maintenant, Microsoft peut taper dans 20% des revenus bruts d'OpenAI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? OpenAI paye à Microsoft. OpenAI verse environ 20% de son chiffre d'affaires à Microsoft, concrètement sur chaque abonnement ChatGPT ou API vendu. OpenAI en direct. Microsoft touche sa part, les amis. Et Microsoft paye OpenAI en retour. Microsoft reverse environ 20% du chiffre d'affaires généré par ses propres produits utilisant l'IA. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Microsoft a intégré la technologie OpenAI dans tous ses produits, et quand Microsoft veut une solution copilote à une entreprise du CAC 40 ou Fortune 500, elle encaisse 100% de la facture, et elle reverse ensuite 20% à OpenAI en termes de royalties. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que Microsoft garde 80% d'un marché gigantesque, les entreprises mondiales. Et vous allez voir qu'en fait, Microsoft est le leader dans les entreprises mondiales. Là où Google est le leader dans les particuliers, Microsoft reste le leader dans les entreprises mondiales. C'est pour ça que j'ai les deux en portefeuille, je tiens à le dire, je tiens à le montrer. J'ai un petit peu plus de part de Microsoft, mais j'ai aussi notamment Google qui reste ma plus belle performance. Donc je crois en ces deux sociétés, et pour moi, les deux sociétés vont gagner la révolution de l'IA. Et je vais l'expliquer ici. Donc on continue. Pourquoi c'est important ? Parce que ce système garantit à Microsoft des revenus immédiats sur chaque vente, peu importe si OpenAI est rentable ou non à la fin de l'année. C'est un flux de cash constant. Là où l'ancien accord, en fait, disait à Microsoft, il faut que OpenAI soit rentable. Sauf que Microsoft, voyant qu'OpenAI peinerait à être rentable au horizon 1 ou 2 ans, il serait rentable OpenAI aux alentours de 2030. Ils ont, par cet accord-là, commencé à récupérer leur cash qu'ils ont investi. Et on a vu aussi que les 27% acquis par Microsoft dans OpenAI, ça donne un droit de vote et une part de valeur globale estimée à 500 millions de dollars lors de la restructuration. Donc Microsoft aurait, en investissant 13 millions de dollars, gagné 27%, si je dis pas de conneries, on est bien à 27, 27% de 500 millions de dollars. Je vous laisse faire le calcul, si OpenAI était par exemple coté en bourse. Et justement, voilà, si OpenAI rentre en bourse ou est vendu, ces 27% vaudront une fortune. Mais au quotidien, ce sont les 20% de commission sur le CA qui font rentrer de l'argent. Donc on a justement des revenus totaux encaissés par OpenIA sur l'ensemble de l'année civile 2025. On est sur des estimations de 13 à 15 milliards de dollars. Donc ça veut dire quoi ? Ils ont récupéré 20% de ce chiffre-là. Mais vous allez voir qu'en fait, par rapport aux dépenses en CAPEX de Microsoft par rapport aux data centers aux data centers notamment qui sont réservés à OpenAI, vous allez voir qu'en fait Microsoft ne rentre pas dans ses frais. Ça coûte énormément de pognon. Donc pour l'instant, bien évidemment que c'est du cash qui est brûlé. Mais Microsoft est obligé de faire ça. Parce que si Microsoft veut rivaliser sur Google, notamment sur le volet IA, ils sont obligés d'investir dans OpenAI. Ils sont totalement obligés de faire ça. Soit ils font ça, soit ils se font disrupter par Google. Donc ça, ils sont totalement obligés de le faire. Et vous allez voir que justement, ils ont gagné 3 fois plus OpenAI sur 2025 sur 2024 que 2025. Mais les pertes ont quasiment triplé d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de pertes liées à l'électricité. Vous avez énormément de pertes liées à l'achat aussi de puces, etc. Donc ils gagnent plus, mais ils perdent plus aussi. Et le raisonnement pour OpenAI, c'est le suivant. Perdre 14 milliards aujourd'hui pour verrouiller un marché qui en vaudra 10 milliards demain. C'est exactement la stratégie qu'a utilisée Amazon, Uber à leur début.
mais à une échelle financière jamais vue dans l'histoire du capitalisme. Et là où la question se pose, c'est pourquoi OpenAI ne va pas chercher des fonds en bourse et ne va pas se faire coter directement en bourse pour chercher l'argent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin énormément, plus de 100 milliards quasiment. Ils vont avoir en gros 100 milliards de dettes jusqu'en 2030, jusqu'à l'année où ils devraient commencer à être rentables. Donc ils ont levé des dettes, enfin ils ont levé de l'argent avec Microsoft, ils ont levé de l'argent aussi avec Nvidia, avec SoftBank et avec des prêts normaux entre guillemets. Il y a aussi Oracle qui est dans la boucle, il y a énormément de partenaires. Et pourquoi ils ne peuvent pas se faire coter en bourse? Parce que Wall Street déteste les pertes imprévisibles. L'exemple à ne pas suivre, c'est Uber ou WeWork. Entrer en bourse avec des pertes massives oblige souvent l'entreprise à couper les coûts, licenciement, arrêt de la recherche et développement pour assurer le marché. Or, OpenAI doit augmenter ses dépenses pour créer l'AGI, l'intelligence artificielle générale, pas le réduire. Donc on est dans une course effrénée. Microsoft est obligé, pour rivaliser avec Google, de dépenser du pognon en CAPEX pour se couvrir en gros les miches. Ils ont développé, ils ont pris les 20% de royalties à OpenAI. Et justement, on va voir que ma conclusion là-dessus, c'est que Microsoft est dans une position de force absolue. Too big to fail. Si OpenAI va mal financièrement, Microsoft la maintiendra en vie. Perfusion de cash, pour éviter que Google ne prenne la place. Si OpenAI s'effondre politiquement ou structurellement, Microsoft absorbera les équipes et la technologie en 48 heures, comme elle l'a prouvé être capable de le faire par le passé avec l'équipe d'Inflexion AI. Inflexion AI, c'était ceux qui ont créé DeepMind, il me semble, boîte qui a été rachetée par Google. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette entreprise et pourquoi c'est hyper intéressant. Au lieu de racheter l'entreprise, ce qui aurait déclenché une enquête immédiate pour monopole, le PDG de Microsoft a fait quelque chose de beaucoup plus malin. Il a vidé l'entreprise de sa substance. Microsoft a annoncé l'embauche de Mustapha Suleyman. Et celui-là, ce personnage-là, j'en parle quand je fais mon analyse d'analyse de Microsoft. Pourquoi? Parce que Microsoft développe aussi sa propre IA. Et grâce à ce monsieur et son cofondateur, ainsi que la quasi-totalité des 70 ingénieurs et chercheurs de l'entreprise. Il a laissé la coquille vide. L'entreprise Inflexion IA existe toujours légalement, mais elle n'a plus ses cerveaux. Et c'est ce qui se passerait si OpenAI viendrait à tomber, entre guillemets, au tapis. C'est-à-dire que Microsoft prendrait les cerveaux, prendrait peut-être sa madman à voir, et comment dire, et l'intégrerait à Microsoft AI. Que Mustapha Suleyman est devenu le PDG de cette division. Il gère maintenant Copilot, Bing et Edge. Ils ont récupéré une équipe d'élite prête à l'emploi sans avoir intégré une structure d'entreprise complexe ni attendre l'approbation des régulateurs pendant 18 mois. Donc vous voyez que l'interrogation sur OpenAI, pardon, je vais y arriver. Pour moi, elle est très très loin des interrogations qu'on a actuellement sur le fait que ça va entraîner Microsoft comment dire, dans les tréfonds. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. On voit que si vraiment OpenAI tombe, Microsoft soit rachètera les cerveaux, etc. Mais de toute manière, ils ont le code OpenAI, ils ont tout simplement tout verrouillé. Donc c'est la preuve vivante que Microsoft sait exactement comment aspirer une entreprise d'IA sans l'acheter formellement. Si demain OpenAI s'effondre ou entre en guerre commerciale contre Microsoft, ils proposeront des salaires mirobolants à ses équipes et à Sam Altman, paiera une grosse somme de licence à la coquille vide pour calmer les actionnaires, et tout le monde déménagera dans les bureaux de Microsoft le lundi suivant. C'est pour moi ce qui se passera si vraiment on arrive avec un gros problème sur OpenAI. Et l'avantage décisif, c'est le lock-in des entreprises. Le B2B, Microsoft est le leader dans le B2B, là où Google est le leader dans le B2C. C'est tout simplement mon argument le plus fort ici. C'est votre argument le plus fort ici. Hop, on va enlever ça. Mon argument, les amis, quand même. Je ne vous vois pas encore. Ici, Microsoft écrase Google. C'est ce qui génère le cash immédiat. C'est la force de l'habitude. Excel et Word, justement. On en parlait dans le short. La majorité des entreprises du Fortune 500, donc les 500 plus grosses capis boursières, travaillent sur Office 365. Intégrer Copilot dans Word est naturel. Demander à ces entreprises de passer sur Google Workspace pour utiliser Gemini est un obstacle énorme. Et l'infrastructure Azure, les entreprises ont déjà leur donné sur le cloud Azure. Activer Azure OpenAI Service et se fait en un clic. C'est sécurisé, conforme aux normes bancaires déjà intégrées à leur facturation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'avait vu dans l'analyse, pour changer de fournisseur cloud, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement fastidieux. Donc en fait, ils ont tout simplement verrouillé les entreprises avec Excel, Word et Office 365.
Donc pour moi, il n'y a aucun risque de disruption par Google. Et l'avantage du premier entrant, c'est comme OpenAI a dégainé les premiers, les développeurs ont codé leur application avec l'API d'OpenAI. Donc le piège, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'une entreprise a construit tout son service client sur ChatGPT, changé pour Gemini, demande de tout recoder, de tout retester, pardon. C'est ce qu'on appelle le vendor locking, le verrouillage du fournisseur. Donc, si on pense que Microsoft va se faire disrupter sur Google pour le B2B, c'est tout simplement faux et c'est tout simplement impossible. Donc là, on va voir que Google a des forces, c'est sur le B2C. Là par contre, là, Microsoft a des longueurs de retard, notamment à cause de la guerre commerciale que Microsoft a perdue sur le volet du mobile. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc pour moi, mon conclusion, on peut résumer la situation ainsi. Microsoft et OpenAI gagnent la bataille du chiffre d'affaires. Ils sont partout dans toutes les entreprises et encaissent les chèques maintenant. C'est le standard du marché. Google gagne la bataille de la rentabilité technique. Ils ont un coût de production beaucoup plus bas grâce à leurs puces et leurs données YouTube. Ils entraînent leur IA beaucoup moins cher. Le scénario le plus probable, c'est que Microsoft ne sera pas un perdant qui disparaît. Ils vont rester le leader du B2B, les pros, tandis que Google risque de dominer le B2C, le grand public, via Android et la recherche. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous avez à 95% Google comme moteur de recherche. Donc vous aurez aussi Gemini qui sera intégré, et notamment avec les iPhones. Donc on va partir sur la part 2, le souci du logiciel, une baisse d'utilisateurs pour Windows. Donc, il n'y a jamais eu autant d'ordinateurs dans le monde qu'en 2026. Mais la domination relative de Windows baisse. Ce n'est pas parce que Windows est moins utilisé en nombre absolu, mais parce que le gâteau de l'informatique a grandi et que Microsoft n'a pas pris toutes les nouvelles parts. Pourquoi? Petit 1, le choc des Chromebooks dans l'éducation. Vous alliez dans une école en 2010, tous les ordinateurs étaient équipés de Windows. Maintenant, vous avez des Chromebooks, c'est beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins de mises à jour, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, en numéro 2, c'est que l'ordinateur n'est plus le premier écran. Pourquoi je dis ça? C'est que maintenant, votre premier écran, c'est votre smartphone. Et vous n'avez pas de Windows Phone. Les Windows Phone ont été se sont fait totalement éclater et par Apple et par Google. Microsoft a perdu ce match-là. Donc, dans le B2C, Microsoft ne gagnera jamais. Ça sera Google, pour moi, le numéro 1. Et dans le B2B, là où on va chercher l'argent dans les entreprises, ça sera Windows qui sera numéro 1. Et Microsoft, les chiffres de la domination. Les parts de marché dans les entreprises, dans les grandes entreprises, pardon, ce chiffre monte au-dessus de 85 à 90% pour les utilisateurs de Windows. Donc on voit qu'on est à 70%, pardon, je vais y arriver, d'utilisateurs global pour Windows. Par contre, quand on passe dans le B2B avec les entreprises, on est à 90%. Les métiers, les logiciels métiers, beaucoup d'entreprises, banques, usines, hôpitaux utilisent des logiciels spécifiques créés il y a 10 ou 20 ans qui ne fonctionnent que sur Windows. La sécurité, le tout en un, avec Windows, les entreprises ont accès à Microsoft Defender et à toute la suite de sécurité Azure. C'est plus rassurant d'avoir un seul fournisseur pour tout. Et ça, je l'avais déjà noté quand on parlait de 365. C'est pas les meilleurs parce qu'individuellement, leurs produits sont les meilleurs. C'est les meilleurs parce qu'en fait, vous avez un package qui bat la somme de tous les abonnements que vous devriez avoir si vous voulez avoir la même chose, peut-être avec les meilleurs, les meilleurs logiciels. Mais si vous voulez le tout en un, compris le moins cher, ça reste Microsoft qui le fait. Et leur nouvelle arme, c'est le PCIA avec Copilot+. C'est que l'argument de vente, c'est quoi? L'IA traite les données sensibles, compatibilité, contrat localement sur l'ordinateur grâce à Windows sans que rien ne sorte sur Internet. C'est un argument de sécurité que Google, très orienté cloud, a plus de mal à vendre aux banques, par exemple, et aux entreprises stratégiques. Donc on voit qu'encore une fois, sur les entreprises, Microsoft a une douve imprenable et que non, Microsoft ne perdra pas de part de marché sur Google là-dessus. Donc les prévisions pour 2026, les PCIA représenteront plus de 50% des ventes totales de PC dans le monde, soit environ 143 millions d'unités. Ça rigole pas du tout, là ça commence à faire du PC. Avant 2004, Apple avait l'avantage technologique avec ses puces M intégrant déjà des moteurs IA. Et justement, on l'a vu dans le short, c'est totalement vrai, Apple a bouffé des parts de marché grâce à ses puces. Mais en 2026, Microsoft a rattrapé son retard avec les puces Snapdragon X, Intel Core Ultra et AMD Ryzen AI. Les entreprises qui lorgnaient sur Apple pour la puissance et l'autonomie reviennent vers Windows car elles peuvent maintenant avoir les mêmes performances
tout en restant dans l'écosystème logiciel Microsoft. Et ça, c'est important pour les boîtes, on l'a dit. Il y a énormément de logiciels qui tournent que sur Microsoft, sur Windows, et qui ne tournent pas sur Apple. Donc, ils vont revenir logiquement vers Microsoft. Et si vous regardez par contre les startups tech ou les agences de design, Apple domine souvent à 80%. Par contre, si vous regardez l'économie globale, les banques, les assurances, l'industrie, l'administration, Windows contrôle encore plus de 8 PC sur 10. Donc oui, Windows est largement gagnant dans le B2C. Bordel. Hop. Non, dans le B2B, pardon. Ouais, je savais que j'avais dit une connerie. Dans le B2B. Et Google, pour moi, gagnera le B2C, les amis. Et on va passer justement à la part de logiciels. On a, pour moi, répondu à la part de crainte sur OpenAI. Si OpenAI va au tapis, on a vu comment Microsoft pouvait faire pour récupérer l'entreprise à moindre coût, sans forcément partir au tapis. On a vu le problème pour le système d'OS. Et maintenant, on va parler de la partie logicielle. On nous annonce justement que tous les logiciels vont être remplacés par l'IA en open source. Mais moi, la vraie question que je vous pose, c'est qui va être responsable de la sécurité et qui va être responsable si votre logiciel en open source se fait hacker. Et ben on va aller voir qui est le responsable juridique. Parce que si vous êtes une entreprise, par exemple vous êtes une bancaire, que vous avez tous les infos de vos clients et que votre petit IA codé par Jean-Marc de la compta se fait hacker et que toutes vos infos sortent, vous allez voir qui est le responsable et c'est le dirigeant. Donc, selon le RGPD, votre entreprise est le responsable de traitement. Donc l'obligation de sécurité, vous avez l'obligation légale de mettre en œuvre des mesures techniques et d'organisation proportionnées au risque. Si le logiciel est hacké parce que l'IA a généré du code comportant une faille de sécurité et que vous ne l'avez pas vérifié, la CNIL considérera qu'il y a eu une négligence. Bon, alors les sanctions et tout ça, on peut passer, on s'en fiche un peu, mais la responsabilité pénale du dirigeant, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'un dirigeant qui risque pénalement d'aller en tôle va prendre ce risque pour essayer, on peut se mettre en plein écran d'ailleurs, pas pourquoi je ne l'ai pas fait du départ, mais va essayer d'économiser quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour dégager les logiciels de Windows, pour gagner un petit peu de thunes? Eh ben, moi, je pense que non, parce que il autorise si le dirigeant utilise l'utilisation de l'IA pour coder des systèmes critiques sans mettre en place un protocole de revenu codé par des humains, il n'y a pas il n'y a pas d'effectuer d'analyse d'impact avant de manipuler des données clients avec un nouvel outil, il va aller en tôle, le mec. Donc en fait, il va jamais prendre ce risque-là. Et justement, pourquoi on ne peut pas se retourner contre l'IA? Parce que les modèles open source, ces modèles fournis en l'état, la licence précise presque toujours que les auteurs ne sont pas responsables des dommages causés par l'utilisation du code généré. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont vouloir coder pour remplacer certains logiciels, notamment tous les logiciels du PAC 365, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, s'il y a une fuite des données, et en fait, la responsabilité pénale du dirigeant sera mise en cause. Donc en fait, personne ne va prendre cette responsabilité-là. Et c'est justement pour ça, quand vous allez analyser vos boîtes de logiciels, demandez-vous, est-ce que vous avez des données perso et des données sensibles dans les logiciels que font ces boîtes? Si oui, moi je peux vous garantir un truc, c'est qu'aucun dirigeant va prendre la responsabilité de coder une IA en open source pour gagner quelques milliers d'euros. Ce n'est pas vrai. Par contre, pour les données, on va dire, non utilisées par des entreprises. Donc peut-être que Adobe, etc., là, il y a peut-être plus un risque. Mais pour toutes les entreprises utilisant des logiciels, justement, qui vont à la rencontre des entreprises, pour moi, aucun responsable, aucun dirigeant ne prendra la responsabilité de coder une IA locale, enfin un logiciel local avec une IA open source, parce que là, c'est direction la prison, les amis. Et justement, c'est l'argument de masse de Microsoft. Si vous utilisez Microsoft 365, Copilot, hop, la promesse c'est quoi? C'est que si un tiers, comme un artiste ou un autre développeur, vous poursuit parce que l'IA a généré du contenu ou du code qui ressemble trop au sien, Microsoft paye les avocats et les dommages et intérêts. Parce que quand vous utilisez Copilot, vous pouvez aussi utiliser de l'IA open source. Donc si une entreprise veut créer son logiciel, Microsoft lui promet qu'elle ira payer ses avocats si jamais il y a un code qui ressemble trop au code déjà existant.
Et l'avantage du local, si vous codez avec une IA locale type DeepSeek ou autre, et que vous vous retrouvez avec du code protégé par copyright sans le savoir, vous êtes seul face à la justice. Pour une entreprise, ce risque juridique est souvent inacceptable. Donc voilà, on le redit encore, mais aucune entreprise prendra ce risque. On a aussi la conformité. En 2026, les régulateurs européens sont devenus très stricts. Microsoft 365 garantit que les données restent dans le lieu data boundary. Ils fournissent tous les critères, non, tous les certificats de conformité dont votre service juridique a besoin. Et l'IA locale, c'est à vous de prouver aux autorités que votre installation locale respecte la cybersécurité, qu'elle ne fuit pas de données et qu'elle est auditée. Cela demande des ingénieurs spécialisés qui coûtent très cher. Donc l'IA locale pour faire des logiciels très spécifiques où vous avez énormément de données clients, etc., de données risquées, ce n'est impossible. Ce n'est pas demain la veille et c'est tout simplement impossible en l'état. Et la responsabilité en cas de piratage avec Microsoft, si une faille de sécurité majeure est découverte dans Copilot, comme la faille Ecolic en 2025, c'est Microsoft qui corrige et ils ont une armée de cybersécuristes. Alors que par contre en interne, si c'est Jean-Marc du service IA, bah, bonne chance hein, parce que vous oubliez et que vous oubliez une mise à jour de votre sécurité sur votre serveur local, la responsabilité est de 100% la vôtre. Pourquoi Windows et pour moi Office gagnent encore cette bataille-là? Parce que la stratégie de Microsoft en 2026 n'est plus de dire on a la meilleure IA, mais de dire utilisez notre IA et dormez sur vos deux oreilles. Pour une grande banque ou un constructeur auto, payer 30 dollars par mois est dérisoire par rapport au risque de perdre un procès à plusieurs millions ou de se retrouver en prison et de voir sa réputation détruite par un hack. C'est cette tranquillité d'esprit qui maintient la domination de Windows en entreprise. Et on a vu quoi? On a vu que Windows était leader dans ce domaine-là et le restera. Donc pour moi, la conclusion et le nouvel échiquier de l'IA, c'est que pour résumer, on assiste à une spécialisation du marché où chaque géant tente de protéger son territoire. Microsoft reste le maître absolu dans le B2B. Sa force n'est plus seulement technologique, elle est juridique et structurelle. En verrouillant les entreprises avec des contrats blindés, une sécurité intégrée et la paix de l'esprit face au risque de hack, Microsoft a créé une douve quasiment infranchissable pour Windows et Office 365 et bonne chance à Google avec sa suite pour entrer dans les entreprises. Par contre, Google domine le B2C avec la puissance de son infrastructure, son accès illimité aux données de YouTube et l'intégration de Gemini dans Android. Google possède l'IA la plus rentable à grande échelle pour le grand public. Et c'est là où il faut vraiment différencier les deux entreprises. Pour moi, Microsoft va gagner le monde dans l'entreprise, Google va gagner le grand public. Et pour moi, le troisième acteur qui a tout simplement perdu la course à l'IA, c'est Apple, les amis. C'est le grand perdant de ce cycle. En ayant pris du retard considérable sur son développement de ses propres modèles, la firme à la pomme se retrouve dans une position de dépendance. Et on l'a vu avec ses nouveaux partenariats avec Google. L'annonce du partenariat de Gemini devient le moteur de Siri, confirme qu'Apple est passé du statut d'innovateur à celui de distributeur pour ses concurrents. Et c'est quand même triste parce qu'il y avait quand même une très très belle société avec Apple. Je ne comprends même pas comment ils n'ont pas réussi à prendre ce virage-là, mais voilà. Pour répondre un petit peu aux shorts et aux interrogations qui sont encore une fois légitimes, et ce n'est pas des vendeurs de peur, allez regarder moi ces podcasts, ils sont hyper intéressants. Mais clairement, Microsoft reste le maître absolu du B2B. Google sera le maître du B2C et Apple se retrouve en slibard. Donc pour moi, mon conseil pour tous les investisseurs qui regardent cette vidéo, c'est attention au bruit. C'est tout simplement de faire attention, de ne pas confondre l'actualité avec analyse. Les marchés de l'IA est saturé de bruit, des annonces quotidiennes, des rumeurs de rachat et des paniques passagères. C'est ce bruit qui pousse les investisseurs émotionnels à vendre leur action au pire moment, dès qu'une news semble négative. Restez concentrés sur les fondamentaux. Regardez qui possède l'infrastructure, regardez qui possède les données, regardez qui possède la relation contractuelle avec les entreprises. Si votre analyse initiale sur la solidité d'une entreprise comme Microsoft ou Alphabet reste vraie, ne laissez pas un titre de presse ou une baisse de 5% vous faire douter. En bourse, l'argent passe de ceux qui sont impatients et réactifs au bruit vers ceux qui sont disciplinés et concentrés sur leur thèse d'investissement à long terme. Donc voilà, si vous êtes investisseur de Microsoft ou de Google, restez concentrés sur vos analyses de boîte. C'était un petit peu la conclusion de la société. La conclusion de la vidéo, c'est que vous allez voir énormément de vendeurs de peur, notamment sur tout ce qui est logiciel. Il faut arriver à faire et c'est pas facile, hein, arriver à regarder ce qui est vrai du faux, démêler le vrai du faux. Restez dans sa stratégie. Et vous avez vu hein, qu'en moins de 30 minutes,
On arrive quand même avec une conclusion assez simple et surtout, on n'a pas extrapolé, où Microsoft reste le maître du B2B et Google domine le B2C. Et justement, si, il y a des opportunités de tir sur Google, qui pourraient baisser ou sur Microsoft, je rechargerai volontiers. C'était Logic Invest, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Demain matin sort une petite vidéo sur une entreprise que j'ai déniché, une analyse, d'entreprise, méconnue en Europe, que vous connaissez tous le nom, mais vous ne savez même pas qu'elle est cotée. N'hésitez pas à aller checker ça demain. On se retrouve après, la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. C'était Logic Invest. Ciao, ciao!